Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. L'invité de ce dimanche est Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission 2AE-TV. Il est consultant médias communication, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il est anciennement journaliste et promoteur du quotidien d'investigation Panorama. Il a été plusieurs fois chef cellule communication de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité sociopolitique au Bénin. Nous parlons de l'affaire Rekiat Madougou qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlerons des conditions de sa détention, la sortie médiatique effectuée par ses avocats conseils. Nous parlerons de la réplique du gouvernement à cette sortie médiatique des avocats. Nous parlerons également de cette tribune de certains députés français. Nous décrypterons l'audience du président de la République au colonel Pascal Tawès. Et en fin d'émission, nous parlerons de la pré-campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain. Alors, Distel Amoussou, de façon globale, en général, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle est votre appréciation de l'affaire Rekiat Madougou qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour dire à mes concitoyens que la politique est un jeu d'affrontement des idées. Elle n'est pas un pugilat où on bande les muscles pour s'affronter. On propose aux populations des alternatives, on propose aux citoyens des projets et programmes de gouvernance et de société pour aller recueillir leur assentiment pour la meilleure gestion, la meilleure gouvernance de la cité. Et lorsque on a ce postulat, je ne vois pas comment est-ce que la violence pourrait s'inviter dans l'arène. Si nous sommes tous béninois et que nous ambitionnons tous le bien-être et le mieux-être de nos compatriotes, le développement de notre pays, c'est une bonne chose. Il y a donc que les élections viennent pour donner la chance ou le mandat aux personnes parmi nous les mieux outillées selon le peuple, disposant des meilleurs profils au regard des électeurs, ayant proposé le meilleur projet de société pour nous gouverner. C'est cela la politique, de mon point de vue. Mais par rapport au dossier de notre sœur Rekiat Madougou, il y a des éléments qui se sont invités dans le débat. Lesquels? Lorsque on reprend la sortie du procureur spécial à la criette, on retient deux éléments fondamentaux. On parle d'association de malfaiteurs ou de financement d'actes terroristes. Face à cela, il y a que la justice a un devoir de clarification. La justice a l'obligation de mettre des coups de projecteur pour élucider, éclairer autour de ces accusations-là. Alors justement, vous jetez très bien les bases. Vous êtes revenu à la sortie médiatique du procureur spécial qui a quand même lancé les jalons après son interpellation. Lorsqu'on repart de la formule à travers laquelle on a exécuté un mandat d'amener, est-ce qu'il était nécessaire selon vous d'exécuter un mandat d'amener dans le contexte là? Est-ce que Rekiat Madougou, est-ce qu'on avait des craintes qu'elle quitte le territoire national pour qu'on aille l'accueillir comme cela a été fait? Alors pour les délits classiques,
lorsque la personne présente des garanties de représentativité, il appartient au juge ou au procureur d'apprécier et de voir s'il faut mettre la personne sous convocation. Je ne sais pas si notre arsenal juridique l'autorise, si tel était le cas, mettre la personne en résidence surveillée ou enjoindre à ses avocats de pouvoir suivre cette personne et de la présenter tout le temps qu'il serait de besoin. Alors, je ne suis pas outillé pour dire ce qui a motivé réellement cette posture du procureur spécial. Mais ce que je sais, ce qu'on reproche à notre sœur dame Rekiat Madougou dépasse pour moi, à ma lecture, les crimes ou délits classiques. On parle d'association de malfaiteurs, donc il y a une organisation de bande. On parle de financement d'actes terroristes. Alors, au regard donc de l'extrême gravité de ces accusations, je crois que le procureur spécial n'a pas voulu prendre le risque de se voir demain en difficulté par rapport à la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que des pistes pourraient être modifiées, n'est-ce pas, ou brouillées. Des pistes pourraient être modifiées ou brouillées. Dans la foulée, ces avocats ont effectué une sortie médiatique. Est-ce que vous avez suivi cette sortie médiatique et qu'est-ce que vous en retenez? Quelle appréciation vous en faites? Les avocats sont dans leur rôle. Le prévenu est dans les liens de la détention. Il appartient aux avocats de faire la guerre de l'opinion, de rechercher la maîtrise de l'opinion autour du dossier. Cela participe du jeu même de la justice. Voyez-vous, donc je ne peux pas dénier aux avocats de Dame Rekiat Madougou, n'est-ce pas, d'avoir dit à l'opinion leur ressentiment ou les ressentiments de leurs clientes. Mais au cours de cette conférence de presse, oui, de ce point de presse, il a été évoqué les conditions dans lesquelles Mme Rekiat Madougou est détenue à la prison civile d'Apro-Misrété. Est-ce que cela vous paraît pas anormal et injuste? Non, dans la présentation des faits, il y a un peu de caricature. Un peu de caricature. Mais ce qu'il conviendrait de retenir est que notre sœur Rekiat Madougou n'est pas, n'est-ce pas, dans les liens de la détention pour des faits banals. C'est pour des faits d'une extrême gravité. Et je le répète, on parle d'association de malfaiteurs, on parle de financement d'actes terroristes. Aussi, dispose-t-elle d'un statut de femme politique. Alors, dans le contexte actuel, sa présence dans les locaux de la prison de haute sécurité de Misrété est une lourde responsabilité pour l'État béninois. C'est une charge. Imaginez que quelque chose touche à un seul cheveu de Dame Rekiat Madougou, quel tollé cela pourrait susciter et quel émoi cela pourrait engendrer au niveau de la communauté internationale et nationale. Ça veut dire que le parquet de la Criette a pour obligation de prendre toutes les dispositions. Je dis toutes les mesures qui s'imposent pour que rien n'arrive à l'intégrité, à la santé et au physique de Dame Rekiat Madougou.
c'est une lourde responsabilité. C'est une responsabilité au point de violer les termes de confidentialité entre les avocats et la cliente, puisqu'ils disent qu'il y a des caméras qui sont installées, ils ont une grande distance à l'égard de leur cliente pour échanger, comme si on voulait filmer ce qui sont en train de dire, on voulait écouter ce qu'ils se disent. Par rapport à l'existence de caméras, moi je n'ai jamais été sur les lieux, c'est eux qui le disent, et rien ne m'oblige à prendre pour parole d'évangile les propos d'un avocat qui est dans sa posture de défense. Mais quant à ce qui concerne la distanciation, elle s'impose à tout le monde aujourd'hui, dans tout le monde entier, parce que nous sommes dans un contexte de Covid. Par conséquent, on ne saurait exploiter, n'est-ce pas, cette mesure comme étant une mesure de brimade ou d'atteinte aux droits de l'homme. On devrait leur imposer le port systématique de masques, on devrait leur imposer la distanciation sociale, on devrait leur imposer avant qu'ils n'entrent, n'est-ce pas, dans les locaux de la prison de haute sécurité de Mistreté, le lavage des mains, et on devrait même limiter le temps de parole. Car en réalité, lorsque vous n'avez pas la possibilité de changer, je ne sais pas si c'est 2 heures ou 3 heures après votre masque, c'est que vous êtes en condition de risque. Vous êtes en position de risque parce que ce qui nous est préconisé, c'est le changement, n'est-ce pas, des masques dans un délai donné. Dans un délai donné. Alors pour évoluer dans le débat, à ce sujet, le ministre porte-parole du gouvernement a dit qu'une prison, on leur a rappelé qu'une prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles, dit Céline Rousseau. Non, moi, je l'ai lu dans les journaux, mais si j'étais à la place du ministre porte-parole du gouvernement, je n'allais pas présenter, n'est-ce pas, la situation à travers ses propos. Mais j'allais rassurer, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale, j'allais rassurer les familles, n'est-ce pas, de la prévenue, que l'État a l'obligation de veiller à son alimentation, n'est-ce pas, de veiller à sa santé pour que rien, absolument rien ne lui arrive de désagréable ou de dangereux dans sa condition de détention, et ceci est une responsabilité du gouvernement béninois. C'est une responsabilité du gouvernement béninois, mais qu'avez-vous à dire face à la tribune de députés français sur la situation de Rekiat Madougou? Est-ce que ça ne donne pas des colorations d'ingérence ou ce qui pourrait se dire, puisque il serait rare de voir un député béninois opiner sur une détention qualifiée de politique en France? Vous parlez de députés, vous ne parlez pas du Parlement français. Vous parlez de quelques députés qui peuvent avoir des amis béninois dans le rang de la mouvance politique ou dans le rang de l'opposition politique. Vous ne parlez pas du Parlement français. Alors, moi, il m'est déjà arrivé d'opiner, étant béninois, sur des faits politiques ou des dossiers qui sont devant la justice, n'est-ce pas, en France, de par ma profession. Alors, par conséquent, moi, je ne peux pas dénier, n'est-ce pas, le droit à des Français, à des Allemands, à des Américains, n'est-ce pas, d'avoir leur regard d'interprétation, d'analyse, de critique, n'est-ce pas, sur ce qui se passe dans les juridictions du Bénin. Non, c'est de bon droit, c'est même intellectuel, c'est même culturel. Et je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. Maintenant, ce qu'il faut blâmer, c'est l'élan. C'est l'élan du reste, hein, de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est cet élan-là qu'il faut briser et blâmer. Parce qu'en réalité, le Bénin s'est libéré des jougs du colonialisme il y a bien longtemps. Et le Bénin a traversé, n'est-ce pas, plusieurs crises de maturité et a prouvé au monde entier
et qu'il était un pays véritablement souverain et digne. Véritablement souverain et digne. Alors, lorsqu'on parle toujours de ce sujet et qu'on fait un petit feedback et qu'on se rappelle, on s'intéresse, j'allais dire, à la sortie médiatique effectuée par le ministre Modeste Kérékou, laquelle sortie médiatique a été qualifiée par certains proches de Dame Rekiat Madougou comme un montage. Dit-elle Moussou, vous êtes quand même en charge d'une agence de documentation de liaison de services spéciaux qui quand même traite des questions de données de documentation. Lorsque vous avez pris connaissance de la conférence de point de presse animée par le ministre Modeste Kérékou, vous avez pris en considération les éléments. Est-ce que cela vous paraît comme un montage? Je ne pourrais pas vous être utile sur cette question pour plusieurs raisons. La première, c'est que le dossier est pendant devant la justice. La deuxième raison, c'est que mon agence n'a pas été sollicitée pour connaître, n'est-ce pas, du dossier au plan technique, n'est-ce pas. Et puis, certainement, qu'il y a une structure concurrente qui s'en occupe. Par conséquent, il ne serait pas loyal de ma part, il ne serait pas convivial de ma part d'interférer sur le travail qu'exerce une agence concurrente. Voyez-vous, ou sur un dossier technique, n'est-ce pas? Lorsqu'on s'éloigne des questions de technicité, lorsqu'on s'éloigne des questions de technicité, oui. Dans le message qui a été envoyé par erreur au ministre Modeste Kérékou, on retient qu'il y a des noms de chefs d'État de la sous-région qui sont évoqués. Est-ce que vous pensez, Dissela Moussou, en tant qu'analyste politique, que ces chefs d'État de la sous-région pourraient avoir des démêlés avec le président Patrice Talon? Pourrait avoir des démêlés, je n'en sais rien. Mais ce que je sais est que le président Patrice Talon, de par sa gouvernance, crée un problème géopolitique et même géostratégique, de par la position géographique du Bénin. Voyez-vous, le président Patrice Talon est arrivé et s'est soustrait, n'est-ce pas, des sentiers battus, des automatismes, des approches qui sont pérennisées depuis plusieurs années, plusieurs décennies, j'allais dire, en Afrique, notamment en matière de gestion économique. Voyez-vous, le classicisme qui a été établi, le classicisme économique qui a été établi dans nos pays africains depuis 1960 ou depuis les années 90, le président Patrice Talon est arrivé, se soustrait de ce classicisme-là et va sur le marché international aller conquérir de la richesse pour le développement de son pays. C'est une démarche qui le libère de toute dépendance et d'ingérence de force et d'intérêts politiques d'outre-mer, de l'Hexagone, de l'Europe. Voyez-vous, et quand c'est comme ça, il donne l'impression, ou il se présente sur la scène internationale comme un président qui refuse d'être à la tête d'un pays à genoux. Par conséquent, ça gêne. Ça gêne parce que les autres collègues qui sont autour demeurent dans le classicisme, demeurent dans l'embastillement, demeurent dans sous le dictat. Au point où il faut s'assembler pour comploter, pour le déstabiliser son régime politique. Je ne saurais l'affirmer. Mais lorsque je lis le contenu, comme vous l'avez dit, du téléphone, du message sur le téléphone du ministre Modeste Kérékou, cela m'interpelle et cela me conforte dans ma position que le président Patrice Talon est en train de préconiser une démarche de gouvernance qui fait du Bénin un incubateur du développement. Et ça dérange forcément. Ça dérange forcément. Alors, lorsqu'on parle toujours du dossier Rekiat Madougou, il y a une information qui a quand même fait objet de décryptage au niveau de la toile cette semaine. C'est les 15 millions transférés à Georges Saka qui ont été avoués par Dame Rekiat Madougou elle-même. Cela a été apparu dans Jeune Afrique également. Dissela Moussou, est-ce que vous pensez que 15 millions de francs CFA peuvent déstabiliser un régime politique? Je ne sais pas combien il faut pour déstabiliser un régime politique.
Mais je sais que pour prendre 10 000 francs ou 20 000 francs à un cambiste, des malfrats peuvent le tuer. Je sais que pour arracher la moto de quelqu'un, une moto qui coûte environ 500 000 francs, des malfrats peuvent le tuer. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas quantifier, n'est-ce pas, le numéraire qu'il faut pour assassiner dans certains contextes. Voyez-vous, par conséquent, ce que je sais, c'est qu'il y a reconnaissance de transfert ou de transaction financière. À quelle fin, je ne saurais le dire, seules les enquêtes pourraient, n'est-ce pas, nous apporter toute la lumière à ce sujet-là. Parce que 15 millions peuvent acheter du maïs, du sorgho rouge. 15 millions peuvent également jeter des troubles dans un processus électoral qui pourrait engendrer. Par quel moyen ça pourrait jeter des troubles? Mais écoutez, par quel moyen nous avons eu des cocktails Molotov les 1er et 2 mai 2019? Nous sommes au Bénin et les personnages n'ont pas changé. Le contexte n'a pas forcément évolué. Donc les mêmes causes peuvent créer et occasionner les mêmes effets. Parce que nous avons en face deux camps qui n'ont pas varié et qui n'ont pas bougé le curseur en matière de position. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, la politique n'est pas un affrontement de muscles. Et ce que je suggère aux forces politiques de l'opposition, par exemple, c'est une clarté dans le discours et une clarté dans la démarche politique. Car en réalité, j'aurais aimé, par exemple, lire, avoir à disposition un mémorandum de la part de la classe politique de l'opposition. Et dans ce mémorandum, qu'ils nous disent clairement ce qu'ils mettent dans restaurer la démocratie. Parce que c'est un concept, c'est une volonté, c'est un désir, c'est une ambition, soit, mais qu'ils nous disent ce qu'ils mettent dedans, clairement. Ils en appellent à l'organisation ou à la convocation de dialogue politique national. Qu'ils nous disent qui convoque ce dialogue, qu'ils nous disent quel pourrait être le timing et qu'ils nous proposent un contenu intellectuel par rapport à ce dialogue. Ils disent que le président Patrice Talon doit partir le 5 avril à minuit. Mais qu'ils nous disent quelles sont les motivations réelles pour que, disposant d'un document, disposant d'un support venant d'eux, l'élite intellectuelle puisse analyser et apprécier. C'est cela qu'il faudrait peut-être leur suggérer humblement. Parce qu'en réalité, tout se limite aujourd'hui à « il faut que Patrice Talon dégage ». Mais cette posture ne les honore même pas. Si Patrice Talon dégageait le 5 à minuit, qu'est-ce qu'il ferait de ce pays? Si déjà entre eux, ils n'arrivent pas à harmoniser leurs intérêts personnels et égoïstes pour dégager des candidatures plausibles. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des mésententes au sein de l'opposition, cette frange de l'opposition, puisque l'opposition n'est plus réelle aujourd'hui? Cela est visible. Et dans la pluralité, elle est en lambeaux, elle est en pièces détachées. Et cela n'est pas un secret. Je dis d'accord. Admettons même que le 5 à minuit, le 5 avril à minuit, le président Patrice Talon dégageait. Qu'est-ce qu'il adviendrait de la République? Il faut se lever tous pour aller s'asseoir sur à la marina. C'est un fauteuil, c'est pas un banc. C'est pas un banc public. Qu'est-ce qu'il voudrait mettre là? Qu'est-ce qu'il préconise comme démarche de transition? Il faudrait qu'ils mettent tout ceci dans un mémorandum et qu'ils nous disent pour qu'on puisse analyser. Parce que moi, j'ai ce problème-là avec eux. Problème de lecture et de clarté.
Les discours sont multiples, divergents et parfois opposés. Vous êtes confus dans les discours. Ils sont confus. Ils sont confus dans leur démarche. Ils sont confus dans leur démarche. Alors, lorsque nous parlons toujours de l'opposition, quel est votre, j'allais dire, regard sur la posture politique des camarades de lutte de Ricky Amadougou? Je parle de Joël Frédéric Aïvor et le ministre Tigri Azatassou et bien d'autres. Non, la posture de Joël Frédéric Aïvor, du professeur Joël Frédéric Aïvor, ne m'intéresse pas trop. C'est la posture plutôt de M. Eric Ondete, président des démocrates, qui m'intéresse. J'ai constaté qu'il s'est mué personnellement dans un mutisme. Car, sans nul doute, il n'est certainement pas d'accord pour l'affrontement aux muscles. Le connaissant et pouvant interpréter ce silence, je pourrais dire qu'il est gêné, qu'il est dérangé, qu'il n'est pas dans sa peau. Parce que lui aurait aimé l'affrontement des idées. Et c'est pour cela qu'il a dû batailler fort et dur pour aller acquérir l'existence légale des démocrates. Mais il refusait le parrainage. C'est une question de pas. C'est une question de démarche. C'est une question de stratégie. C'est une question de méthodologie. Mais il a commencé déjà par résister. Et il existe en tant que parti politique en vertu de la Constitution qu'il combat. Mais il existe déjà. Je crois que ses pairs au sein des démocrates auraient pu, n'est-ce pas, et analyser la démarche qu'ils leur préconisent. Parce que ce type de candidature qu'ils ont eu a dézingué complètement leur démarche méthodologique. Parce que vous ne pouvez pas respecter un pan de la loi et piétiner le second pan de cette même loi. Alors, en acceptant de candidater, c'est qu'il devrait accepter la loi qui est entière. Et savoir que le mandat finit par le 5 avril. Et vous avez vu, lorsque la candidate dans la cour de la Sénat a dit ils ont embrigadé les parrains, le président des démocrates s'est empressé de dire nous n'en voulons pas, nous n'en avons pas besoin, et même si on nous en donnait, on ne prenait pas. Ça veut dire que lui, il est resté ferme dans sa démarche. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au sein de Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le dossier est pendant devant la justice. Dites-nous, Distel Lamoussou, quelles sont, vos espérances face à ce dossier qui fait couler quand même beaucoup d'encre et de salive et qui fait agiter plus d'un? J'ai bon espoir qu'il y aura plus de peur que de mal. J'ai bon espoir que notre sœur Dame Ricky Amadougou n'a pas pu se retrouver dans ce type de gadou. J'ai bon espoir que son statut de mère, de femme, l'incarnation de la douceur, celle qui donne vie à l'humanité, n'a pas pu l'oublier, la quitter pour qu'elle se retrouve dans une association de malfaiteurs. J'ai bon espoir. Je voudrais souhaiter, prier et qu'au finish, au bout des enquêtes, qu'on puisse nous dire qu'il y a eu mal donne. Sinon, ma gêne serait grande et ma désolation serait totale. Mais avant, il faudrait laisser la justice faire son travail. Il faut laisser la justice faire son travail. Très rapidement, un petit commentaire sur la posture de l'ancien président Thomas Boni-Yayi, qui est quand même président d'honneur de les démocrates face à cette situation. Je crois que la posture du président Thomas Boni-Yayi me gêne un peu. Me gêne un peu parce que j'aurais souhaité le voir, pas embrigadé, mais j'aurais aimé le voir comme un père conseiller. Un père conseiller pour le gouvernement actuel. Je ne lui demande pas d'applaudir des pieds et des mains la gouvernance de Patrice Talon. Mais j'aurais aimé
le voir dans une posture, pas lui seul d'ailleurs, avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo, dans une posture de conseiller stratégique pour tout président qui va se retrouver après eux, désormais à la Marina pour la gouvernance de notre pays. Cela aurait été plus bénéfique pour nous, sur plusieurs plans. Bénéfique pour les étudiants, à qui ils pourraient trouver, n'est-ce pas, le calendrier nécessaire d'aller faire des entretiens, des communications. Mais aujourd'hui, on les voit bander les muscles, on les voit menaçants, on les voit dans des postures qui poussent à les soupçonner d'attiser le feu, qui poussent à les soupçonner d'orchestrer le déchaînement du diable. Et quand c'est comme ça pour des personnes de leur rang, de leur statut, de leur âge, c'est déplorable. C'est déplorable. Alors, on a fait une petite digression positive. Nous allons parler de l'audience du colonel Tawes que le président de la République a accordé avant de revenir encore à l'actualité préélectorale. Le colonel Tawes, sur le président Patrice Talon, le mobile évoqué à la fin de cette audience, est-ce que cela vous convainc? Ce qui retient mon attention est une phrase forte, et une phrase qui restera célèbre, certainement. Lorsque on est à l'étranger, on est intoxiqué. Lorsqu'on est à l'étranger, on est intoxiqué. Et je crois que c'est réel. C'est réel parce que je prends tous les jours que Dieu crée langue avec des Béninois de la diaspora. Et le débat est houleux. Et le pessimisme est grand dans leur tête. Parce que justement, ils ont été suffisamment intoxiqués. Et justement parce qu'ils sont suffisamment intoxiqués. Et c'est en cela que le gouvernement a fort à faire, à travers la direction de la communication de la présidente de la République, d'ouvrir des champs de Zoom, de dialogue interactif avec les Béninois de la diaspora, d'organiser des missions de sensibilisation, de discussion, de projection, n'est-ce pas, de films, vidéos, à ces Béninois-là. Car en réalité, lorsqu'il y a manque d'informations, il y a supputation, donc forcément de l'intoxication. Forcément de l'intoxication. Alors, le colonel Tawes également a dit qu'il n'a pas de contrat avec quelqu'un dans l'opposition. Est-ce qu'on peut estimer qu'il est aujourd'hui de retour dans la mouvance après avoir présenté ses excuses au président de la République? Alors, ce militaire atypique à la retraite... Pourquoi atypique? Atypique parce qu'un parcours tumultueux, et à la retraite a dit ce qu'il pense en tant que Béninois. Voyez-vous. Et ce qui est heureux, ce que je retiens, c'est l'autre bout de phrase. Il a dit qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier. C'est-à-dire qu'il a eu le temps, à son retour, de se promener, de voir autour de lui les transformations positives dans le pays. Il a eu le temps d'utiliser le courant électrique et il a vu la qualité du courant qu'il a aujourd'hui. Il a eu le temps d'observer que depuis 1960 à ce jour, c'est maintenant et avec le gouvernement du président Patrice Talon que le Bénin a commencé par s'autoproduire de l'énergie électrique. Alors, après Bertin Corvi, nous avons aujourd'hui le colonel Tawes. Est-ce que nous pouvons espérer dans les jours à venir d'autres audiences du genre? Par exemple, Valentin Dianantin, pourquoi pas, Sébastien Germain-Javon, Léa Dissoglo et bien d'autres. Le président Patrice Talon est un président ouvert. Et ça a été confirmé à la sortie de l'audience par le colonel Pascal Tawes. Je crois que si ce n'est pas d'initiative que certains compatriotes qui se retrouvent peut-être en difficulté avec la justice, avec le fisc, prennent l'initiative d'aller vers le chef de l'État, je crois que l'Esprit Saint va certainement inspirer le président Patrice Talon lui-même pour qu'il prenne langue avec ces personnes-là. Parce qu'en fait, le président Patrice Talon, à lui seul, représente une institution. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas sa personne qui compte, mais c'est l'institution qu'il incarne qui compte. À partir de ce moment-là,
Je crois que nous devons dégonfler nos muscles et travailler avec notre intelligence, travailler avec notre tête. Et savoir que le président Patrice Talon est un Béninois. Et quand il va quitter la Marina, c'est un autre Béninois qui va prendre le fauteuil. C'est pour dire quoi? Qu'entre Béninois, nous n'avons aucun intérêt, nous n'y gagnons rien en nous déchirant, en nous entre-déchirant. Allons entre déchirants. Alors, très rapidement, un commentaire avant qu'on revienne à la pré-campagne électorale. Bertin Corvi, j'ai évoqué son nom tout à l'heure, il disait dans un audio qui a été très célèbre, qui a été, j'allais dire, viral sur la toile cette semaine, où il disait qu'il faut appeler à voter Patrice Talon pour un chaos retentissant à 98% et que, après l'investiture, lui, il allait entrer en négociation pour le retour de Sébastien Germain Javon, le retour de Liadi Sogo, la libération de Laurent Métaillon. Dites-nous, d'ici la motion en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Bertin Corvi, d'abord de son retournement de situation? Ce discours contient le sel du souhait. Mais je ne voudrais pas parler du personnage. Je me permettrai de ne pas évoquer ce nom sur votre plateau. Distella Moussou, on vous aura compris, vous avez sûrement vos raisons. Nous revenons à la pré-campagne pour l'élection présidentielle prochaine. Cette semaine, des coordinations de campagne ont été installées de part et d'autre, mais il y a un véritable problème. C'est que les uns et les autres estiment que pour l'élection présidentielle prochaine, il n'y a pas véritablement match parce que les dés sont pipés avant le jeu. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ceux qui disent qu'il n'y a pas match sont en train de minimiser, n'est-ce pas, de sous-estimer certaines listes, certainement. C'est des Béninois qui ambitionnent d'aller à la Marina gouverner la cité. Et si c'est de bon droit. Et c'est des Béninois qui ont chacun d'eux leur parcours, n'est-ce pas, qui ont leurs expériences et qui ont leur vision. L'essentiel pour moi n'est pas de savoir s'il y aura match ou pas. Est-ce que selon vous, devant Patrice Talon, il y a des challengers de taille? Le président Patrice Talon n'a pas de tête. Le président Patrice Talon n'a pas plus de tête que Alassane Diemba. Le président Patrice Talon n'a pas plus de tête que Corentin Koroué. Et le président Patrice Talon n'est pas plus béninois que ces deux challengers. Je ne sais pas au nom de quoi on va sous-estimer, n'est-ce pas, des personnes qui ambitionnent d'aller compétir et qui ont pu, malgré tout, braver toutes les difficultés légales pour se retrouver à ce stade-là. D'autres ont voulu et n'ont pas pu. Le professeur Ivo a voulu, il n'a pas pu. Dame Riquette Mandougou a voulu, elle n'a pas pu. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait minimiser. Il a été, j'allais dire, le reproche de ce qu'il serait en association avec le régime en place et que ça a été fait juste pour faire passer une pilule amère. C'est de la béninoiserie et tout ceci participe du frein de notre cohésion nationale et de notre développement. Participe au frein de notre cohésion nationale et de notre développement. Donc selon vous, le processus électoral est parfait? La Sénat, la structure habilitée à l'organisation du scrutin, est en train de dérouler son chronogramme et les candidats sont en train de prendre langue avec les citoyens, les électeurs, et je crois savoir que ce samedi, messieurs Corentin Koroué et Irénée Agossa, oui, hier samedi, n'est-ce pas, étaient à l'ADA pour l'investiture de l'audio. Cérémonie d'investiture. C'est pour dire que c'est des personnes qui sont très organisées et qui, n'est-ce pas, visent sérieusement la conquête du pouvoir et sa gestion. Visent sérieusement la conquête du pouvoir et de sa gestion. Alors, dans ce cas de figure, que doit faire l'autre frange de l'opposition qui est animé par le Front pour la restauration de la démocratie, selon vous? Alors, je n'ai pas à leur donner de conseils. Parce qu'il faut qu'ils participent quand même au scrutin. Je n'ai pas à leur donner de conseils parce qu'ils ne m'ont pas commis pour. Et si je devrais le faire, je devrais adresser la facture. Mais je ne sais à quelle adresse aujourd'hui. Mais en tant que citoyen, ce que je leur suggère, c'est de surseoir à toute velléité, n'est-ce pas, d'agressivité. De surseoir à toute velléité d'orchestration de violence. Parce que seul l'État dispose du monopole de la violence. Et nous sommes des Béninois. Ce n'est pas dans la violence que nous allons construire ce pays. Et je crois savoir qu'ils ambitionnent également de construire ce pays. Par conséquent, qu'ils abandonnent tout projet
n'est-ce pas, funeste, pour que nous puissions discuter, croiser les idées pour le développement de notre pays. Et je voudrais les inviter déjà à s'organiser, à se structurer, parce que 2023 n'est plus loin, nous sommes en 2021. Et en 2023, il y aura les élections législatives. Et le Parlement est le lieu par excellence indiqué pour le vote des lois. S'ils ont envie de changer quelque chose, qu'ils commencent déjà par s'organiser pour gagner du terrain. Pour gagner du terrain. Gagner du terrain et déployer beaucoup de députés, n'est-ce pas, au Parlement pour pouvoir en avoir le monopole ou la majorité. Alors, quelles sont vos espérances pour finir, nous sommes à la fin de cette émission, pour 2021, pour le scrutin présidentiel en cours? La paix. La paix est toujours la paix parce que... Il est annoncé qu'il y aura des violences. Certains disent qu'ils vont perturber le scrutin. Oui, le Béninois aime jouer à se faire peur. Moi, j'ai confiance, je fais confiance aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Je fais confiance à l'État. Je fais confiance même aux membres, aux acteurs politiques de l'opposition. Je sais et que dans le lot, nous sommes tous parents, nous sommes tous frères, nous sommes tous amis et que personne ne voudra la mort de l'autre. Ça, j'en suis convaincu. Merci à vous, Distella Moussou. Chers amis internautes, très rapidement, on retiendra entre autres de cette émission qu'à l'entame, notre invité a donné son appréhension de la politique. Pour lui, la politique est un jeu d'affrontement des idées. Elle n'est pas un pugilat où l'on bande les muscles pour s'affronter. Il est revenu au cours de son intervention sur la sortie médiatique effectuée par le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Il a évoqué les 2 mobiles qui ont conduit à l'interpellation de Ricad Madougou et à son, je dirais, à sa garde à vue. Il s'agit de l'association de malfaiteurs de financement de terrorisme. Pour lui, pour Distella Moussou, les avocats de Dame Ricad Madougou sont dans leur rôle. Ricad Madougou n'est pas dans la ligne de la justice pour des faits banaux, ont rappelé notre invité ce matin sur l'invité. Sa détention à Misreti est une lourde charge, une lourde responsabilité pour l'État béninois, a martelé Distella Moussou au cours de cette émission. Toutes les dispositions, toutes les mesures qui s'imposent doivent être prises pour sécuriser Ricad Madougou afin que rien ne lui arrive lors de sa détention préventive. Au sujet de la tribune de députés français, Distella Moussou a fait observer qu'il s'agit de députés et non du Parlement français. Il faut blâmer et briser l'élan de la France-Afrique, a-t-il lancé ce matin sur l'invité. Le Bénin est souverain et digne, a souligné également notre invité de ce matin sur l'invité. Patrice Talon, de par sa gouvernance, crée des problèmes géopolitiques et géostratégiques car il s'est démarqué des automatismes et des classicismes, a défendu notre invité de ce matin. On déduit de ses propos qu'on ne peut pas quantifier le numéraire pour déstabiliser un pays. Il a argumenté également dans ce sens. Il souhaite avoir un mémorandum de la classe politique, d'une frange de la classe politique de l'opposition, et que ce mémorandum soit épris d'informations nécessaires sur leurs ambitions politiques. L'opposition est plurielle et en lambeau, a fait observer notre invité. Il a dit que le fauteuil présidentiel n'est pas un banc, il est prévu pour une seule personne. Il s'interroge à l'heure actuelle sur la posture du président du Parti des démocrates en la personne de Éric Rondeté. Il aurait aimé voir les anciens présidents Thomas Bouniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo comme des conseils stratégiques de tous les gouvernements qui vont se succéder après leur règne. Pour ce qui est du colonel Pascal Tawès, ce qu'il retient, c'est que lorsqu'on est à l'étranger, on est intoxiqué, et il a argumenté également dans ce sens. Patrice Talon est un président de la République ouvert à tous les Béninois. À lui seul, il représente une institution, a martelé notre invité au cours de cette émission. Il a commenté le processus électoral en cours pour l'élection présidentielle prochaine et il invite les opposants, pour ne pas dire l'opposition en général, à abandonner tout projet funeste et à avoir à l'esprit que 2023 n'est pas loin. Il s'agit bel et bien des élections législatives prochaines. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif sur vos propos, Distella Moussou. Mes félicitations. Merci. Félicitations et je voudrais en profiter pour remercier nos téléspectateurs et dire que le plus important pour nous, c'est le Bénin. Merci à vous, Distella Moussou. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS, anciennement journaliste et promoteur du quotidien d'investigation Panorama, plusieurs fois chef de communication de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. Excellente journée dominicale en compagnie du programme télé sur USAE TV.